Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 23 octobre, ce bilan effroyable sur une route de Gironde. 43 morts piégés par les flammes après la collision d'un car et d'un camion. Le pire accident de la route enregistré en France depuis 33 ans. Les deux véhicules se sont embrasés. Seules 8 personnes ont pu sortir de l'autocar. Les victimes appartenaient à un club du 3e âge, tout originaire de Petit-Palais et de ses environs, des communes sous le choc ce soir. Les proches et les habitants ont été pris en charge. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux. Vous entendrez aussi le témoignage exceptionnel d'un habitant qui a aidé certains passagers à sortir du car. La Slovénie débordée par l'arrivée massive de migrants après la fermeture des pays voisins. Des milliers de réfugiés se pressent sur les routes avec pour objectif l'Autriche puis l'Allemagne. Pourquoi les All Blacks sont-ils si forts à la veille de la demi-finale Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande? Vous saurez tout sur les secrets de la meilleure équipe du monde avec une stratégie imparable, recruter les joueurs quasiment au berceau. Et puis il est la voix du nouveau Walt Disney. Jean-Baptiste, 12 ans, a été choisi parmi 1700 candidats. Il incarne Arlo, dinosaure aventurier, un conte de fées pour ce collégien français. Ils étaient donc partis pour une excursion dans les Pyrénées-Atlantiques et leur voyage a tourné au drame. Quelques kilomètres seulement après leur départ, le car d'un club de 3e âge a percuté un camion sur une route départementale près de Libourne. Les deux véhicules ont immédiatement pris feu, piégeant 43 personnes à leur bord. Seul le conducteur du car et 7 passagers ont pu s'extraire des flammes. Le récit de Louis Milano-Dupont et de toutes nos équipes sur place. Les deux carcasses sont complètement calcinées. Le camion et sa remorque, percutés par l'autocar, dans un virage serré et sans visibilité. Autour des épaves, en blouse blanche, les enquêteurs procèdent à des relevés scientifiques. Selon les pompiers, l'embrasement des véhicules a été instantané et d'une violence inouïe. La collision a eu lieu peu avant 7h30. Sur la petite départementale, le chauffeur du car se retrouve en face d'un poids lourd en travers sur la chaussée et sans la possibilité de s'arrêter à temps. L'autobus serait arrivé à ce moment-là. Le chauffeur du bus a vu que l'accident allait se produire, a tout fait pour l'éviter mais n'a pas pu l'éviter. Il a juste pu actionner l'ouverture des portes en catastrophe pour permettre à quelques personnes de sortir. Un geste héroïque qui a permis de sauver la vie de 8 personnes, dont ces 2 femmes qui sont encore sous le choc, mais miraculées. 2 autres personnes ne sont que légèrement blessées et 4 autres sont dans un état grave. Le bilan des personnes décédées s'est lui encore alourdi dans l'après-midi. On est à l'heure actuelle à 43 victimes, ce sera certainement le bilan définitif. 41 dans le bus et 2 victimes qui sont dans le camion, dans la cabine. Le papa et son fils, puisque le fils se retrouvait dans la cabine. Un enfant jeune, un enfant de 3 ans. L'identification des victimes sera longue et difficile. Pour les familles, les noms des survivants qui circulent leur apprennent qu'il n'y a plus d'espoir pour leurs proches. À l'hôpital, cet homme a pu s'entretenir avec son beau-frère. Il était à bord de l'autocar. Ils sont sortis par toutes les portes qu'il y avait. Ceux qui ont pu sortir, mais les pauvres vieux qui ont 2 cannes qui ne peuvent pas marcher, mais ils ont brûlé tous les vents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas pu sortir. Il y en a qui sont handicapés, qui marchent très difficilement. Il faut les aider à descendre du corps. Voyez-vous qu'ils sortent. Ils n'ont pas eu le temps de sortir, ceux-là. Les lieux de l'accident sont désormais entre les mains des gendarmes de l'Institut de recherche criminelle, qui doivent répondre à 2 questions essentielles. La cause exacte de la collision et surtout, pourquoi les véhicules ont pris feu si rapidement. Et un homme est arrivé très vite sur les lieux de l'accident. Il habite juste à côté et il a raconté à Valentine Patry et Renan Hélec comment il a aidé certains passagers à sortir du car. Des scènes de panique et d'horreur qu'il n'oubliera jamais. Écoutez son témoignage exceptionnel. Patrick était avec son fils de 13 ans quasiment le premier sur le lieu de l'accident peu après 7h30. Bon, j'ai dit après à mon fils, je lui dis reste derrière le camion, je vais aller essayer, j'allais jusqu'au car pour essayer d'en sortir. Et bon, c'est vrai que les vitres explosaient, mais bon, ça chauffait tellement qu'on n'aurait pas pu s'avancer jusqu'au bout, on n'aurait pas pu aller. En sauver plus? Oh, c'est dur. Ça fait gros sur le cœur quand même. Mais il a réussi à sortir 3 personnes du bus en feu. Il saignait de partout du visage. Il y a un monsieur qui était brûlé, qui avait le visage brûlé. Là, c'est vraiment... Et les autres, alors, ils étaient à l'intérieur du bus à l'intérieur du bus. Et vous savez, le bus a pris feu depuis le devant et c'est fermé.
Alors automatiquement, cette fumée noire est rentrée dans l'intérieur du car, attachée. Bon, c'est des personnes âgées qui n'ont pas pu se défaire automatiquement, sortir. Ou alors, de toute façon, ils ont péri dedans. Et fatalité, bon, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Parce que bon, on avait le car, les vitres qui explosaient, tout ça, et dans le noir, et puis avec les flammes. On aurait pu éventuellement essayer peut-être éventuellement d'en sortir un peu plus. Si le car n'avait pas brûlé comme il avait brûlé. Là, il a brûlé à une rapidité, c'est pas possible. C'est impressionnant. Les enquêteurs ont évidemment entendu tous les témoins, dont le chauffeur du car qui n'est que légèrement blessé. Les circonstances de cet accident commencent donc à se dessiner. Le chauffeur du camion a, semble-t-il, perdu le contrôle et se serait mis en travers de la route en plein virage. Retour sur la chronologie des faits avec Henri Dreyfus et Antoine de Précigou. Peu avant 7h30, l'autocar part de la commune de Petit-Palais. Il doit parcourir 200 km pour rallier Arzac dans les Pyrénées-Atlantiques. Il emprunte alors la D17 située en plein vignoble. On descend du bourg de Puisseguin en direction de Castillon. La route est très belle, très sinueuse, une enfilade de virages assez serrés. Et c'est dans un de ces virages très serrés, le plus difficile d'ailleurs, qu'a eu lieu l'accident. Après seulement 4 km et à peine 10 minutes de trajet, le car arrive dans un sous-bois. Le chauffeur amorce alors un virage serré, quasiment à 90 degrés. Sa visibilité est donc réduite à quelques dizaines de mètres. Il découvre alors face à lui un camion de transport de bois circulant à vide. Dans la cabine, le chauffeur et son fils de 3 ans. La collision est inévitable car le poids lourd est en travers de la route, selon les premières déclarations du conducteur rescapé. Je ne confirme pas qu'il ait vu le camion à l'arrêt sur la route. Il a fait des déclarations qui laissent envisager que le camion ne se trouvait peut-être pas complètement sur sa voie de circulation, c'est-à-dire sur la droite. Presque instantanément, l'autocar s'embrase. Indemne, le chauffeur aurait ouvert les portes du car, permettant ainsi à 8 passagers de s'extraire. Des feuilles au sol et une route humide pourraient expliquer l'impossibilité pour le chauffeur de car d'éviter la collision. Quant à la chaussée, elle semble en bon état. Son revêtement a été refait en 2011. En raison de la destruction totale du car par les flammes, la quasi-totalité des corps des victimes sont encore sur place. Le travail d'identification sera long, ajoutant encore au traumatisme des proches, des familles qui habitaient la région et qui sont donc arrivés très vite sur les lieux avec l'angoisse que l'on imagine. Reportage Christophe Deveau et Christophe Brousseau. Cette femme vient tout juste d'apprendre la mort de sa mère dans l'accident. Comme elle, de nombreuses familles sont venues tout au long de la journée chercher des nouvelles à Puisseguin. Et souvent, elles apprennent la perte d'un proche, ou même de plusieurs parfois. C'est donc 3 sœurs qui partent en même temps. On est dans un groupe de personnes âgées qui se connaissent depuis X temps, et puis voilà, et d'un seul coup, tout le monde disparaît, quoi. Donc c'est une tragédie pour le coup, quoi. Raymond connaissait de nombreux passagers décédés. Ils voyageaient souvent ensemble. Tous les ans, on faisait l'arbre de Noël. On se faisait un petit repas, on avait notre petit panier, c'était oui. Et là, ça va être parti, ça nous remplit, c'est fini. Et parfois, pour une poignée de proches, c'est le soulagement. Les rescapés de l'accident sont rares. Ce retraité des environs de Puisseguin vient d'apprendre que son beau-frère et sa belle-sœur font partie des rescapés. Il appartient au club depuis longtemps. Ils ont réussi à s'échapper du bus. Oui, pour le pauvre, il a dû taper un grand coup de pied pour sortir. Ils sont survivants. Ils sont brûlés, mais ils sont survivants. Le drapeau de la mairie est en berne et une chapelle ardente a été installée dans le foyer rural de Puisseguin. Les familles s'y sont retrouvées en toute fin d'après-midi pour un moment de recueillement. Au même instant, passaient les véhicules des gendarmes de l'identification criminelle qui se rendaient sur le lieu de l'accident. Il leur faudra retrouver l'identité de chaque victime avant de pouvoir rendre les corps aux familles. Et l'on retrouve justement à Puisseguin l'une de nos envoyées spéciaux, Esther Lefebvre. Esther, vous êtes toute près de cette chapelle ardente et la prise en charge des familles va durer plusieurs jours. Oui, ce lieu de recueillement, il restera ouvert toute la nuit, mais aussi le prochain jour. À l'intérieur, 43 bougies allumées en mémoire de toutes les victimes de cet accident. Et c'est là qu'en fin d'après-midi, leurs proches se sont réunis. Un moment de recueillement avec ces familles bouleversées, mais aussi un tout premier échange avec les enquêteurs. À tous, ils leur ont expliqué la manière dont se déroulerait ce travail d'identification des corps. Un travail qui sera long, difficile, qui prendra des jours, voire des semaines et qui démarrera demain matin. En parallèle, les enquêteurs interrogent les témoins, les rescapés et notamment le chauffeur du bus, aux yeux de tous devenu un héros, lui qui a tout tenté pour sauver un maximum de passagers, lui-même blessé et en état de choc. Il est actuellement à l'hôpital.
Merci beaucoup Esther Lefebvre. Alors cet accident est le plus grave que la France ait connu depuis 33 ans. Face à l'émotion, Manuel Valls s'est rendu sur place avec à ses côtés le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État au transport. Le Premier ministre qui a parlé de choc terrible. On l'écoute. C'est un choc terrible. Un choc terrible pour ce territoire, pour la Gironde, pour l'Aquitaine. C'est un choc terrible pour la France. Et aujourd'hui, la France et les Français sont en deuil. Afin de faire toute la lumière sur les causes de cet accident, les experts de l'Institut de recherche de la gendarmerie ont été immédiatement dépêchés sur les lieux et l'enquête sous l'autorité du procureur commence immédiatement. 8 passagers de l'autocar ont réussi à sortir du brasier. Certains sont dans un état grave. Ils ont été hospitalisés au CHU de Bordeaux où vous vous trouvez, Axel Monnier. Axel, a-t-on des nouvelles de leur état de santé ce soir ? Alors en effet, ils ont été transférés par hélicoptère dès ce matin vers le CHU de Bordeaux et son service des grands brûlés, le seul du département, car en effet, 2 blessés ont été grièvement brûlés ce matin dans l'incendie du car. Ils sont toujours hospitalisés ce soir, tout comme une 3e personne qui se trouve, elle, ici aussi au CHU de Bordeaux. Elle se trouve aux soins intensifs, mais tout pour les 3 personnes, il n'y a plus de pronostic vital engagé. Les autres blessés avaient été acheminés dès ce matin vers l'hôpital le plus proche des lieux du drame, c'est-à-dire l'hôpital de Libourne. Ils souffrent de traumatisme crânien. 2 sont déjà sortis. Une 3e est toujours en observation ce soir à l'hôpital de Libourne. Mais là encore, l'état critique a été jugé, l'état n'a plus été jugé comme critique. Merci beaucoup Axel. Alors on l'a dit, la plupart des victimes étaient originaires du village de Petit-Palais-et-Cornan, mais aussi d'une demi-douzaine de communes alentours, des communes où tout le monde se connaît et où l'on peine encore à réaliser ce qui s'est passé. Toute la journée, les élus ont tenté de réconforter et d'accueillir les habitants extrêmement choqués, comme nous le montre ce reportage d'Erwan Brem et Paul-Étienne Zahn. La détresse dans les regards, une accolade pour se donner du courage. Toute la journée, les proches des victimes se sont retrouvés dans la salle communale de Petit-Palais, tous sous le choc. Troisième âge, c'est notre famille, quoi. C'est le village, c'est le 3e âge, quoi. C'est tous nos anciens. On devait partir. Elle n'a pas voulu. Cet après-midi, certaines familles ont pu voir des psychologues, comme Nadine, qui a perdu sa sœur dans l'accident. On pense à elle, qu'elle est partie ce matin, sa voiture est là et elle ne reviendra pas. La majorité des victimes, 28 personnes, vivaient dans ce village de 750 habitants. Un drame pour toute la commune. 4 membres de ma famille qui sont décédés. On fait face pour le moment, mais bon, ça va être très difficile, quoi. Je sais pas, là, je comprends pas. C'est très dur à avaler, très dur. Plusieurs villages alentours ont aussi été frappés par la catastrophe. Camps-sur-l'Île, Lussac ou Puy-Normand, où l'épicerie est en deuil. C'est que des clients, ils sont passés prendre les croissants ce matin. Il y a une amie à ma mère qui est dedans. Et voilà, on n'a pas la liste des noms, mais on est très choqués. À quelques kilomètres de là, à Saint-Sauveur, les membres du club du 3e âge avaient l'habitude de se retrouver pour passer du temps. Janine les connaissait tous. Voilà la salle, là. Et hier, ils étaient là, tous. Club de l'amitié, 3e âge. Voilà. Il n'y a pas de mots. Ce soir, les proches, les amis, se sont rassemblés dans l'église de Petit-Palais pour rendre hommage à leur famille, à leurs anciens, et pour entamer un douloureux travail de deuil. Et l'on retrouve tout de suite Grégoire Guisteau. Grégoire, vous êtes justement à Petit-Palais, un bourg où les habitants se sentent abandonnés ce soir. Oui, tout à fait. En fait, les habitants se sont extrêmement choqués, se sont réunis ce soir, comme disait Erwan Brem, dans la petite église Saint-Pierre à 18h. Ils se sentent abandonnés. Ce sentiment d'abandon, ce sont les élus qui nous ont confié ce sentiment parce qu'aujourd'hui, ils n'ont vu personne venir les aider. Ils étaient présents toute la journée bénévolement pour accueillir les familles des victimes qui venaient se renseigner, prendre quelques informations. L'un d'entre eux, l'un des élus, a même dû réclamer de l'aide à la préfecture qui a envoyé en milieu d'après-midi, vers 15h, 2 psychologues du SAMU
SAMU qui sont restés quelques heures seulement. Des heures particulièrement pénibles donc pour ces habitants qui ne connaissaient pas encore ce soir la liste précise de tous les disparus. Merci beaucoup Grégoire. Alors cet accident est le plus grave recensé depuis 1982 dans notre pays. Il s'agissait de la mort de 44 enfants qui avaient aussi brûlé vifs dans un car près de Beaune. Des drames qui ont très largement fait évoluer la sécurité de ces modes de transport collectif, même si évidemment les mesures de précaution ne suffisent pas dans certaines circonstances. Retour donc sur les évolutions de la réglementation avec Benjamin Dard et Frédéric Mignard. Jean-Michel est chauffeur de car depuis plus de 30 ans. Autant d'années qu'il a passé à renforcer les mesures de sécurité à bord de son véhicule. La première d'entre elles, c'était il y a 33 ans exactement, suite à l'accident qui reste aujourd'hui comme le plus meurtrier de France et le plus choquant. Le 31 juillet 1982, dans une collision entre deux autocars, 53 personnes, dont 44 enfants, trouvent la mort sur l'A6. Devant l'émotion qui saisit le pays, des mesures sont prises. Une limitation de la vitesse à 110 km/h en temps de pluie, réduite encore davantage aujourd'hui. Et l'on installe à bord une trousse de secours et un extincteur. On s'en sert, on découpe ici et nous arrosons la partie qui brûle. 1995, un nouvel accident d'autocar endeuille les routes françaises. Cette fois, sur l'autoroute A9, 22 passagers sont tués. Il faudra attendre un nouveau drame le 17 mai 2003 et 28 morts supplémentaires sur l'A6 pour faire évoluer la réglementation. La loi impose alors la ceinture de sécurité à bord des cars. Autre règle adoptée en 2006, un chauffeur ne peut pas conduire plus de 4h30 de suite et doit observer une pause de 45 minutes. 2007, dans l'Isère, un autocar avec à son bord des pèlerins polonais s'écrase dans un ravin, 26 morts. Les mesures sont alors de nouveau durcies. Depuis 2015, par exemple, avant de prendre le volant, le conducteur doit souffler dans cet éthylotest anti-démarrage. Et s'il était en échec, j'aurais eu de l'alcool. Nous sommes tolérés à 0,2. Le car ne pourrait pas démarrer. La France est l'un des pays européens les plus contraignants sur ce sujet. L'éthylotest anti-démarrage obligatoire, ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Le port de la ceinture obligatoire n'est pas le cas du tout dans le reste de l'Europe. Donc on est très en pointe. D'autres équipements obligatoires ont depuis vu le jour, comme le ralentisseur. Il freine le car dès que celui-ci se rapproche trop du véhicule de devant. Grâce à toutes ces mesures, l'autocar est aujourd'hui l'un des modes de transport les plus sûrs. Il y a 30 fois moins d'accidents mortels qu'en voiture. Et dans les 2 tiers des cas, le chauffeur n'est pas responsable de l'accident. Et depuis la Grèce, où il est en visite officielle, François Hollande a exprimé sa tristesse et la mobilisation du gouvernement. Le président qui se rendra sur place dans les jours qui viennent. Écoutez-le. Je me rendrai sur place le moment venu. Dès ce soir, je verrai le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État au transport qui me feront rapport et nous prendrons toutes les décisions qui sont nécessaires. Le chef de l'État qui parle donc de prise de décision en écho peut-être à ce début de polémique quant au lieu de l'accident. Bonsoir Antoine de Pressigou. Alors cette route compte de nombreux virages et beaucoup pointent du doigt ce soir le manque de signalisation. Eh bien, écoutez, effectivement, il y a un peu deux versions qui s'opposent. Le beau-frère d'une des victimes de l'accident nous a parlé d'une route très sinueuse et sans visibilité. Il l'emprunte tous les jours et nous a souligné la dangerosité de cette portion de la départementale 17, très fréquentée par les poids lourds, qui roulent très vite, nous a-t-il précisé. Et puis il y a une seconde version qui vient relativiser ces propos, c'est celle du département, du conseil départemental de la Gironde, qui précise que cette route est fréquentée seulement par 2600 véhicules par jour. Il précise également qu'il n'y a pas eu d'accident grave depuis environ 5 ans. La signalisation et le revêtement de la route a été refait il y a moins de 6 ans. Quoi qu'il en soit, pour des éclaircissements, pour les besoins de l'enquête, cette portion de la départementale 17 sera fermée pour les 3 prochains jours. Merci beaucoup Antoine, on l'a compris, les circonstances de l'accident restent encore très floues, mais un élément intrigue les enquêteurs. Fabrice Collaro, c'est cet embrasement total des deux véhicules. Comment expliquer qu'ils aient pris feu dans cette collision ?
Oui, vous savez, les autocars modernes sont constitués de matériaux ignifugés et il faut plus de 15 minutes pour qu'ils brûlent entièrement. Alors les experts du bureau d'enquête sur les accidents des transports terrestres s'interrogent sur l'ampleur de cet incendie. Car a priori, le camion de transport de bois et l'autocar sont des véhicules qui fonctionnent au gazole. Et c'est un carburant qui ne s'enflamme pas facilement, en tout cas pas aussi facilement que l'essence. Il faut une source de chaleur très importante pour cela. Alors c'est peut-être la violence du choc qui a dégagé suffisamment d'énergie et donc de chaleur pour déclencher cet incendie. Les pompiers parlent aussi d'un embrasement presque immédiat. Mais si l'on regarde la configuration de l'autocar, on voit que le moteur est situé à l'arrière du véhicule et le réservoir de carburant, lui, se trouve à l'avant, mais juste derrière la porte. Et ce n'est donc pas ce qui est touché en premier lors d'un choc frontal. En revanche, le camion de transport de bois, lui, possède sur les côtés plusieurs réservoirs, réservoirs de carburant, réservoirs d'huile pour sa grue de chargement. Et c'est peut-être l'un de ces réservoirs qui a été directement touché lors de la collision avec l'autocar, ce qui aurait provoqué un embrasement très rapide des deux véhicules. Alors c'est maintenant l'enquête du BEA qui permettra d'en savoir plus. On espère des résultats dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Fabrice. Et puis la préfecture a mis à disposition des personnes qui cherchent des informations un numéro vert qui s'affiche sur votre écran. Il s'agit du 0800 009 763. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cet accident dramatique. Nous y reviendrons évidemment avant la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité, cette évacuation ce matin à Paris de 1300 migrants. Depuis juillet dernier, ils vivaient dans un lycée désaffecté du 19e arrondissement. Des bus les ont acheminés vers 45 centres d'hébergement. L'évacuation s'est bien passée. Les réfugiés étaient les premiers demandeurs d'une solution, tant les conditions de vie dans le bâtiment étaient difficiles. Et ils sont toujours des milliers à arriver chaque jour en Europe. Beaucoup continuent à passer par les Balkans, même si de nombreux pays de la région ont fermé leurs frontières. Résultat, ceux qui les acceptent encore sont débordés. C'est le cas de la Slovénie avec des scènes impressionnantes. Cette semaine, près de 50 000 personnes sont passées par ce petit pays qui ne compte que 2 millions d'habitants. Reportage Laurent Aubaine, Maxime Rousseau et Alain Simonet. Courir pour une place en première ligne, le long d'un cordon de police. Il n'y a rien à récupérer, pas de nourriture, pas d'eau, pas d'organisation humanitaire, même pas une place assurée pour être le premier dans un bus et pouvoir aller plus loin. Il n'y a rien ici, mais c'est ici que sont regroupés les migrants qui rentrent en Slovénie, sans doute plus de 2500 à cet endroit hier. Après 5 kilomètres de marche, ce sont des gymnases, des camps improvisés qui accueillent les migrants, nourriture, eau, un peu de chaleur parfois. Mais des nuits et des jours passés dehors attisent les tensions. L'objectif est le même pour tous, surtout ne pas rester ici, en Slovénie. Mettre aussi le plus de distance possible avec leur passé récent et destructeur. Vous attendez ici seulement les enfants chez le docteur, vous comprenez? Priorité aux familles avec enfants. Mais ici, il n'y a que des familles avec des enfants. Alors, tout le monde se presse. L'Autriche est derrière ses tentes. Même une aide accrue de l'Union européenne ne devrait pas suffire. 10 000 personnes ont passé la frontière dans les dernières 24 heures et sans doute autant sont sur le point de le faire. Les Slovènes menacent donc à leur tour de fermer leurs frontières. Si officiellement la frontière vers l'Autriche n'est pas fermée, on n'y passe qu'au compte-gouttes. Un bus, une cinquantaine de personnes et puis plus rien pendant des heures. Il n'y a pas de problème de nourriture ou d'eau ici. Mais on a des problèmes d'hygiène. Beaucoup de problèmes. Plus de 3 jours que certains sont ici. Mais pour beaucoup de jeunes, le temps compte, les nuits sont froides, les bus rares. Et l'Autriche est juste au bout de ses voies de chemin de fer. L'accueil des migrants à l'origine de plusieurs agressions racistes ces dernières semaines et notamment en Suède où un homme a tué 2 personnes hier dans une école. Il a ciblé un professeur et un élève d'origine étrangère. Le caractère raciste a été confirmé par la justice. Le jeune tueur de 21 ans s'est servi d'un sabre. Il appartenait à la mouvance néo-nazie. Un mot de justice en France. 5 ans de prison avec sursis ont été requis aujourd'hui à l'encontre de Nicolas Bonnemaison. Cet ancien médecin urgentiste est rejugé en appel pour avoir empoisonné 7 de ses malades, des patients en fin de vie. Selon l'avocat général, le médecin a bien délibérément provoqué la mort de ses patients, mais il ne le considère pas pour autant comme un assassin. Nicolas Bonnemaison dit avoir voulu soulager ces personnes.
Comment trouver l'argent nécessaire à la défense de sa cause? C'est l'obsession de toute association et certaines trouveront sans doute d'excellentes idées au Salon de l'économie sociale et solidaire qui s'est ouvert aujourd'hui à Niort. Parmi les solutions les plus efficaces, le financement participatif, une formule particulièrement adaptée aux projets de défense de l'environnement. Carole Vénua et Johan Engen. Derrière ces grilles, le fort de Vaujour et son ancien centre du commissariat à l'énergie atomique. Les premières habitations sont à quelques centaines de mètres. Militant écologiste, Christophe a pris la tête d'un collectif de riverains. C'est un site qui fait 45 hectares, qui a été utilisé pour développer les détonateurs des bombes atomiques françaises pendant plus de 40 ans. Donc pour ça, ils ont utilisé de l'uranium, ils ont utilisé du beryllium. Partiellement dépollué dans les années 2000, ce site, classé secret défense, est devenu la propriété de Placoplâtre. L'entreprise prévoit d'exploiter le sous-sol pour y extraire du gypse à ciel ouvert. Le risque, c'est que dans la démolition des bâtiments, que ça génère des poussières qui contiennent de l'uranium et des matériaux polluants, qui se retrouvent dans l'environnement, qui peuvent justement mettre en danger les populations riveraines et les travailleurs. Sans la plateforme de financement participatif Citizen Case, c'est quand même des chèques de la France entière. Les opposants au projet n'auraient jamais pu s'offrir les services d'un avocat et déposer une plainte. D'abord, on a travaillé le dossier. On a trouvé, grâce à Citizen Case, un partenaire juridique qui nous permet d'avoir un budget forfaitaire sur une opération en justice. À l'origine de Citizen Case, un groupement d'associations spécialisées en santé-environnement. Les dossiers les mieux argumentés sont validés avant d'être mis en ligne. La collecte peut alors commencer. Nous, on est là pour les accompagner, pour leur expliquer ce que c'est le financement participatif, pour les aider à animer leur collecte. Mais une fois que le projet il est construit avec nous, avec notre aide, après, c'est chaque association qui doit l'animer et aller chercher ses contributeurs. Depuis sa création il y a 1 an, Citizen Case a déjà soutenu une dizaine de projets et récolté 80 000 € auprès des internautes. Au chapitre santé, penchons-nous maintenant sur cette nouvelle thérapie qui concerne le cancer du sein, une maladie qui touche 8000 personnes chaque année dans notre pays. Au-delà de la chirurgie, il existe des techniques peu invasives. Elles permettent de détruire les tumeurs par le chaud et par le froid. Alors voyons comment cela fonctionne grâce à Caroline Bell et Jean-François Drouillet. Nous voici dans un bloc de radiologie interventionnelle. Vous êtes bien installé. Dans le scanner, un homme atteint d'une tumeur de 2 cm dans l'un de ses reins. Grâce à l'imagerie, le médecin va acheminer cette grande aiguille à l'intérieur de l'organe. Voilà, vous respirez calmement, tranquillement. Ça va piquer un tout petit peu. Pendant toute l'intervention, le patient est maintenu éveillé. L'objectif est de détruire la tumeur en la chauffant par radiofréquence à plus de 55 degrés. On a 2 phases de traitement. Une phase où on va échauffer très progressivement la lésion. Et puis ensuite une phase de mijotage, pendant laquelle on va essayer d'étendre la zone chauffée de façon à être certain de détruire la totalité de la zone. En moins d'1 heure, l'intervention est terminée. J'ai pas souffert, ça évite l'opération. Et puis dans des conditions qui sont beaucoup moins lourdes. Pour cette femme, l'équipe va choisir une autre technique. La tumeur de son rein est plus volumineuse, 6 aiguilles seront nécessaires. Il faut être extrêmement précis parce que à quelques millimètres près, on atterrit dans l'artère du rein, on atterrit dans la veine du rein. Dans cette bonbonne, de l'argon. Ce gaz va permettre de transformer cette fois-ci la tumeur en glaçon. Ces techniques, par le froid ou par le chaud, ne concernent pas tous les malades. Les bonnes indications sont les tumeurs qui ne sont pas trop grosses, typiquement moins de 4 cm. Les tumeurs qui arrivent chez des patients qui ont des contre-indications à l'intervention ou à l'anesthésie. Cette thérapie n'aurait pu voir le jour sans les progrès des antidouleurs. Ces 2 patients pourront rentrer chez eux dès le lendemain. Il faudra attendre le 25 novembre pour découvrir le prochain Walt Disney, mais ce soir nous sommes déjà en mesure de vous présenter celui qui a donné vie à son nouveau héros, ou du moins qui lui a prêté sa voix pour la version française. Il s'appelle Jean-Baptiste, il a été choisi parmi des centaines de candidats. Voici son portrait avec Évangéline Barbarou et Christophe Niolac. Bon alors ça y est, c'est le grand jour. Le grand jour pour donner de la voix. Jean-Baptiste n'a pas vu le film, alors il va enregistrer les scènes dans l'ordre chronologique. Mettre là, ici à la barre, devant le micro, puis comme ça tu vas pouvoir regarder l'écran et puis surtout lire la bande rythmique. Il y arrivera.
Car oui, Jean-Baptiste y arrive très bien. Son rôle, celui d'un petit dinosaure très trouillard, Arlo, dont la vie va changer après sa rencontre avec un humain. 1700 enfants avaient postulé, 8 ont été retenus pour un essai. Bravo mon spot! Renifle bien mon grand! Bravo mon spot! Et Jean-Baptiste a gagné. Voilà, génial. J'étais hyper content, parce que je m'y attendais pas en fait. Car ce collégien de 12 ans n'est pas du tout acteur, il a répondu au casting pour s'amuser. Il y a aussi Livy et Buck. Et il a envoyé cette petite démo enregistrée avec son portable. Ça te fait quoi quand tu t'entends? Mais ça fait bizarre. Pourquoi? Parce que là, du coup, c'est avec un micro pas très bien. Alors que dans les studios, c'est avec un bon micro, c'est net, il n'y a pas de grésillement. Ouais. Mais même dans un studio, n'imaginez pas que c'est toujours facile. Comme il a un bâton dans la bouche, pour donner l'impression justement qu'il a ce bâton, pour pouvoir rendre cet effet-là, je vais te donner un crayon. Qu'est-ce que tu cherches, sale bête? C'est ça, va-t'en! Le plus dur, c'est être en colère. Il m'a dit qu'il pensait quand il était en colère après sa sœur. J'ai dit alors pense-y. Hein? Et puis là, du coup, la voix, elle sort. En fait, ça fatigue la voix à la fin de faire des efforts, des bruits et de parler tout le temps, en fait. Mais bon, après, c'est toujours bien. Il me manque. Et la récompense, c'est celle-ci. Il me manque. L'enregistrement de Jean-Baptiste va ensuite partir à Londres pour être mixé en même temps que toutes les autres versions européennes. Le petit garçon découvrira le résultat lors de la grande avant-première du film, le 10 novembre prochain. Et avant de refermer ce journal, revenons sur l'information principale de cette journée. Cette collision entre un autocar et un camion sur une route de Gironde avec ce bilan terrible. 43 morts, tous piégés par les flammes. Seules 8 personnes ont pu sortir de l'autocar. Les victimes appartenaient pour la plupart à un club de 3e âge originaire de Petit-Palais et de ses environs. Des communes sous le choc. Ce soir, je vous propose de revoir les images les plus marquantes grâce à Axel Cariou et nos équipes sur place. La carcasse d'un bus et d'un poids lourd totalement calciné, image effroyable. Sur cette départementale sinueuse, 43 personnes ont perdu la vie. Il est 7h30 ce matin lorsque l'accident se produit. Dans l'autocar des personnes âgées, elles se rendent dans les Pyrénées-Atlantiques pour une excursion. Seulement quelques minutes après leur départ, un poids lourd de transport de bois circulant à vide se déporte dans le virage. La collision est inévitable. Le chauffeur du car, indemne, actionne l'ouverture des portes quelques instants avant le choc. Héroïquement, au milieu des flammes, il aidera quelques passagers à s'en sortir. Héroïque aussi cet automobiliste, premier témoin du drame. Il brisera plusieurs vitres latérales et sauvera 3 personnes. Il saignait de partout du visage. Il y a un monsieur qui était brûlé, qui avait le visage brûlé. On aurait pu éventuellement essayer peut-être éventuellement d'en sortir un peu plus. Si le car n'avait pas brûlé comme il avait brûlé. Là, il a brûlé à une rapidité, c'est pas possible. Parmi les 8 survivants, 4 blessés graves. Parmi les 43 victimes, le chauffeur du camion et son fils de 3 ans, originaire de Normandie. Les 41 personnes âgées prisonnières du bus en flammes venaient quant à elles de la commune de Petit-Palais et des villages alentours, une localité de 700 habitants située à 4 km des lieux de l'accident et où tout le monde se connaît. Cette femme a perdu sa mère, d'autres leurs frères, leurs sœurs, des amis. 4 membres de ma famille qui sont décédés. On fait face pour le moment, mais bon, ça va être difficile, quoi. C'est notre famille, quoi. C'est le village, c'est le 3e âge, quoi. C'est tous nos anciens. Ce soir, les proches se sont rassemblés dans l'église de Petit-Palais pour entamer un douloureux travail de deuil. Plus tôt dans la journée, Manuel Valls, accompagné de Bernard Cazeneuve, s'est rendu sur place évoquant un choc terrible pour la France. Une minute de silence a été observée à l'Assemblée. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Bordeaux. Elle devra répondre à 2 questions. Quelles sont les circonstances précises de l'accident et pourquoi les véhicules se sont-ils embrasés aussi vite? L'identification des corps commencera demain matin. Elle devrait demander environ 3 semaines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Louis Baudin, suivie de Sécantelou et de la grande finale de The Voice Kids, présentée par Nikos Aliagas. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h et à 20h. Très belle soirée sur TF1. À demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News. Bonsoir, je vous avais promis quelques éclaircies dans la moitié nord.
on les attend encore. Regardez avec moi cette animation satellite où la grisaille a persisté très largement dans le nord alors qu'on avait du soleil comme prévu de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée. Regardons l'évolution pour demain avec encore beaucoup de nuages du centre au nord et au nord-est mais pas de précipitations. Ailleurs plutôt quelques belles éclaircies. Puis regardez l'évolution plutôt favorable en cours d'après-midi dans la plupart des régions, notamment dans la moitié est où le soleil devrait s'imposer en attendant une nouvelle perturbation qui arrivera par le nord-ouest avec beaucoup de nuages mais a priori peu d'activité. Pas beaucoup de pluie. On surveillera quand même quelques averses possibles. Les températures au lever du jour, on évite les gelées en plaine. 4 degrés à Nancy, mais 13 déjà à Perpignan. Et en cours d'après-midi, des températures à peu près de saison. 15 degrés à Paris, 19 à Bordeaux et jusqu'à 23 degrés à Ajaccio. Regardons la suite avec tout d'abord la fin de votre week-end. Dimanche, plutôt du temps sec dans toutes les régions. Beaucoup de soleil dans le nord et le nord-ouest. Un peu plus de nuages du sud-ouest au nord-est. Température de saison. Et lundi, plutôt une belle journée. Il faudra en profiter quasiment partout. Un peu plus de nuages sur la pointe bretonne ou encore ici autour du golfe du Lion. Le tout avec des températures largement de saison. Mais tout de suite, place au journal d'Anne-Claire Coudray.